Diplomatie, Sassou Nguesso, ce Macron, pour quel intérêt? Nous nous interrogeons. Diplomatie, Sassou Nguesso, ce Macron, pour quel intérêt? C'est notre interrogation du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information, la chaîne des panafricanistes. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Au prétexte de protéger les forêts, Emmanuel Macron reçoit, bien sûr, quelqu'un qui est qualifié justement par les Occidentaux comme un criminel contre l'humanité, le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso. Eh bien, mesdames, messieurs, Denis Sassou Nguesso, 38 ans, cumulé de pouvoir à la République démocratique du Congo, rend visite ce lundi 19 décembre à Emmanuel Macron. La rencontre entre cette figure emblématique de la France-Afrique et le locataire de l'Élysée officiellement consacré à la protection des forêts d'Afrique centrale. L'association Survie qui milite contre la France-Afrique dénonce d'ailleurs l'hypocrisie franco-congolaise en matière environnementale comme en matière des droits de l'homme. Contestée en Afrique de l'Ouest, la France resserre ses liens avec ses vieux alliés en Afrique centrale. Après le voyage de Macron au Cameroun en juillet dernier, la visite à l'Élysée de Sassou Nguesso, placée pour sa part sous l'origine de l'écologie, le montre une nouvelle fois. Elle intervient à quelques mois du One Forest Summit, grande messe à laquelle le président français pourrait participer au Gabon en tentant d'associer le Congo-Brazzaville à l'événement. Oui, vous l'avez bien compris. Sassou Nguesso, au pouvoir sans discontinuer depuis la fin des années 70, porte en effet une incontestable responsabilité dans les crimes qui ont émaillé son règne: élimination d'opposants, guerre civile en 1997, arrestation politique, torture en prison, exécution arbitraire comme celle des disparus du Biche, répression féroce de toute opposition comme lors des massacres d'octobre 2015, déplacement de population dans la région du Pôle. La liste est tellement longue pour l'association Survie qui en fait d'ailleurs écho ce lundi matin. Et bien sûr, cette association nous dit que cela n'empêche pas les partenaires et surtout les entreprises françaises de continuer à y faire des affaires, en particulier Total Énergie, y compris sous prétexte d'investissement vert. Et au plan économique, selon Survie, alors que le pays croule sous les dettes, son président est régulièrement accusé de voler l'État congolais. De l'affaire des biens mal acquis au scandale des Pandora Papers, où son nom apparaît lié à une compagnie impliquée dans le pillage du pays depuis un paradis fiscal, les îles Vierges britanniques. C'est cette impunité que célèbre Emmanuel Macron en accueillant une 5e fois Denis Sassou Nguesso, selon l'association Survie. Eh bien, pour l'association Survie, mettre fin à la France-Afrique, comme le prétend le président français, impliquerait pour commencer de renoncer à ce type de rencontres odieuses. Pour cette association, il faut qu'Emmanuel Macron arrête de visiter les chefs d'État africains et en finir justement avec la France-Afrique. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Diplomatie, Sassou Nguesso, ce Macron, pour quel intérêt? C'est notre interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene. Il est ancien à l'université de Douala et il est notre invité ce matin. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngoz, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent. Nous leur disons merci pour la confiance que vous nous accordez. Nous leur disons également merci pour l'engagement concret sur le terrain qu'ils donnent à ce combat. Parce que chaque fois que nous passons des messages comme ça, eux, ils récupèrent cela et lui donnent vie à cette parole. Ils agissent de telle sorte que, en face, l'adversaire ressente la puissance de chaque mot. J'espère seulement qu'ils vont continuer justement à le partager et surtout à tout mettre en œuvre pour que le continent africain s'éveille et surtout prenne conscience pour la souveraineté de tous les États africains. Jonathan Matengene, nous allons ce matin au Congo-Brazzaville. Eh bien, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, sera reçu ce lundi, puisque nous sommes le lundi 19 décembre de l'an de grâce 2022, à l'Élysée par Emmanuel Macron. Et pour l'association Survie, eh bien, cette association ne voit pas de bon œil cette réception de Denis Sassou Nguesso, que cette association qualifie de criminel et surtout des dictateurs. Criminel, dictateur. Même si j'aime pas les termes, il faut bien préciser. Les termes, on peut pas se les réapproprier parce que ça, c'est leur narratif. Il faut encore qu'on sache quels sont les intérêts qu'ils défendent.
peut-être pas un bon dirigeant au sens occidental du terme, peut-être pas aussi un bon dirigeant au sens panafricaniste du terme, parce que il y a beaucoup à redire de sa gestion. Cependant, il fait partie des anciens de la France-Afrique qui, de plus en plus, sont en train de tourner le cap, mais qui sont nostalgiques. Comme on dit, on prend cet exemple, c'est ce nègre qui se libère, qui ont été libérés des champs aux États-Unis et ayant peur de la liberté sont revenus dans les champs. Ils ont tourné 2 ou 3 fois, ils sont revenus justement chez leur maître en leur disant je ne sais pas quoi faire. C'est ce qui arrive, malheureusement, c'est ce qui arrive avec le président du Congo et c'est décevant. C'est aussi honteux. Je me demande comment il réussit quand même à faire tout ça parce que en Afrique, avec son âge, il y a des choses qu'on ne fait plus. On ne retourne pas comme ça, alors qu'on s'est rendu compte que ces gens ne sont pas sérieux. On retourne pas les voir après les actes qu'il a commencé à poser. C'est un peu, c'est très décevant pour tout le monde. Mais c'est aussi à l'image de ce qu'il est. Alors, prenons un peu sa constitution parce que beaucoup ne connaissent pas, on ne parle pas beaucoup du Congo. Le Congo, Brazza, c'est un Congo qui avait été confié à un abbé c'était la France-Afrique, typique. Gérait le Congo dans la continuité des intérêts de la jeune française. Et le Congo, c'était la capitale jusqu'en 1944 de la France libre. Donc, la France libre, c'était jusqu'au Congo. C'était donc une partie de la France, autant que l'Algérie. Et bien plus que les autres territoires, on peut dire Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française, mais là-bas, c'était le territoire de la métropole. Alors, le dirigeant Sassou Nguesso, à l'époque, il est intégré dans l'armée en 1960. Il reçoit en 1964. Il va en 1963 à Saint-Maxence en France pour un stage militaire ou une formation complémentaire. Il va sortir lieutenant d'infanterie parce que c'est quelqu'un qui a été formé pour l'armée de terre. Il sort lieutenant d'infanterie. Il va être élevé à ce grade dans l'armée conventionnelle. Il va gravir les échelons et il y a le coup d'État qui va survenir autour, je crois, à la fin des années de la première décennie 1960. Et va installer Marien Ngouabi et tout un comité militaire qui était marxiste, léniniste, d'obédience communiste. Alors, c'est ce comité militaire qui va changer l'orientation même du Congo. Parce que ce comité militaire va aller sur des bases nationalistes. Et il va vouloir transformer le pays. Ce comité militaire va tenir tête aux anciens impérialistes français, c'est Marien Ngouabi. Et d'ailleurs, lui-même va mourir dans des conditions tout à fait bizarres. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Qui reste non élucidé. Mais ça reste non élucidé. Il va être remplacé par Yombi Opango. C'est le président Yombi Opango, 1977, qui prend le pouvoir, qui lui, il n'est pas, c'est un général, il n'est pas, il a été formé à l'école française, donc il est nostalgique comme son camarade, son frère d'âme, Sassou Nguesso. Oui. Et Sassou lui fera le coup d'État, 79, et deviendra le chef de l'État. Sassou va d'abord suivre, pendant un certain temps, il va essayer de suivre les traces de Marien Ngouabi, c'est-à-dire une orientation communiste de l'État. Mais puisqu'il a été formé en France, il va revenir à ses anciennes amitiés. Et donc, il se rapproche des dirigeants de Elf Aquitaine qui vont lui miroiter, qui sont prêts à payer, parce qu'il y avait quelques problèmes économiques, ils sont prêts à payer les salaires, tout. C'est comme ça qu'il va diriger le Congo avec Elf Aquitaine et d'autres multinationales françaises. En 1992, il perd l'élection.
il perd l'élection et celui qui gagne, Pascal Lissouba, est élu démocratiquement. Sauf que Pascal Lissouba, c'est quelqu'un qui a une autre vision. Et il ne sort pas, forcément. Ça va beaucoup aider. C'est pourquoi je fais un retour là. Ça va beaucoup aider ceux qui pensent que on peut quitter la France pour aller vers les États-Unis et bon, les choses s'arrangent comme ça. Et Pascal Lissouba pensait comme ça. Quand il arrive, le pays est revenu parce que Elf n'a pas tenu toutes ses promesses. Il n'a pas pu payer tous les salaires. Oui. Donc le pays il sort d'une période de dépression du point de vue économique parce que les salaires n'étaient pas payés. Et Occidental Petroleum, qui est états-unienne, va se charger, va prendre l'engagement de payer les salaires. Et Lissouba va donc donner les projets, confier les projets d'exploration et d'exploitation des nouveaux champs pétrolifères à Oxy. Ça crée un tollé au niveau de Elf. Oui. Il faut noter que pour comprendre aussi Elf, c'est une entreprise qui a été dirigée par un patron qui a été fondé avec comme premier directeur un patron du renseignement français. Et les responsables de la sécurité à Elf, comme aujourd'hui à Total, pour la plupart, c'est les officiers de la DGSE. Beaucoup ne comprennent pas. Même les Orange, là, sociétés, les multinationales françaises, il y a toujours des agents de la DGSE qui finissent par intégrer le corps. C'est des zones où les passerelles sont très fortes entre les deux, entre le sécuritaire et l'économique. Donc, Pascal Lissouba va donc déranger parce qu'il menace les intérêts de la France. Le Congo est un État pétrolier important, 3e producteur de pétrole en Afrique, après le Nigeria et l'Angola. Donc, ils ne peuvent pas perdre ce. C'est ça. Ils vont ramener Sassou en France. Là-bas, on va lui donner les moyens. Elf Aquitaine va lui donner les moyens. Et quand il revient, il fait le coup d'État en 97. Et Elf va financer les milices Ninja, Tortue et Zulu. Comme ça, Cobra et Zulu. Donc, il y avait plusieurs milices. Financer, c'est les milices de Sassou Nguesso qui vont faire le coup d'État à un président démocratiquement élu, avec la bénédiction de Paris. Sassou, c'est donc un homme qui émerge de la France-Afrique. Nous avons pris son parcours pour que les gens comprennent. Mais avec la première expérience de Elf, au début des années 2000, il est conscient que la France ne peut pas faire la pluie et le beau temps. Surtout que cette France en demande toujours plus. Il y a les réserves de gaz qui ont été découvertes entre-temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de diversifier les partenaires. C'est pourquoi nous avons parlé d'actes forts qu'il a posés. Peut-être que lui-même, c'était la corde au cou qu'il le faisait, il était sous pression, il se disait il faut à tout prix quelque chose des soupapes pour trouver. Il va au début des années 2000 donc se tourner vers les Chinois. Les Chinois qui lui donnent les capacités technologiques d'exploiter ses réserves, lui donnent également les capacités de développement infrastructurel, qui négocie avec les Chinois, et puis toute l'Afrique à cette période était tournée vers la Chine. On découvrait la coopération chinoise qui faisait des miracles sur le continent. C'est comme ça qu'il va doter son pays de projets ambitieux. Il va même revenir sur la scène internationale parce qu'il organise les Jeux africains. Je crois autour de 2008, il organise les Jeux africains. Donc les Chinois lui ont permis de se doter d'infrastructures, d'aménager son port, d'aménager son aéroport, d'aménager un ensemble d'infrastructures tout à fait importantes. Et ça fait que la Chine est devenue le premier partenaire extérieur, étranger du Congo. Et la Chine devance ainsi la France. Oui. Chose que les présidents français n'ont pas digérée. Cela a valu à cette période des années 2000, cela a valu
au président Sassou Nguesso une grande campagne dirigée par Maître William Bourdon contre des biens mal acquis. La fameuse campagne contre les biens mal acquis de la famille Sassou Nguesso. D'ailleurs, des immeubles ont été saisis. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu, mais c'est là les origines de son malheur. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à se dire, mais puisque tu veux commercer avec les Chinois, ben nous, on connaît tes dossiers sales. On va les sortir. Ça fait partie des méthodes de barbouze entre eux là-bas. Donc, c'est ce qu'ils vont lui faire. On ressort ces dossiers. On va lancer, les Belges vont adopter, on parle de la Belgique parfois, ils vont adopter une loi, disent, de compétence universelle. On va porter plainte à la famille Sassou Nguesso en Belgique. Il n'est pas citoyen belge en passant. On va lui porter plainte là-bas. Leur loi est dite de compétence universelle. Et donc, c'est William Bourdon et toute sa clique qui vont donc, avec grand renfort, imprimer dans l'imaginaire ces éléments-là. Oui. Et c'est bien parce que l'ONG Survie a parlé de crimes, de dictateurs. Et quand on parle ils ont cité les crimes qu'il aurait commis. Et c'est bien parce que les crimes, là, pour la plupart, remontent à 97. Et en 97, qui créait les milices? Les milices ont été confiées à Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'a pas créé une milice. Là, c'est des témoignages historiques. D'ailleurs, Verschave, oui, il revient là-dessus. C'est des acteurs, c'est Elf qui a fabriqué ces milices et les a confiées pour la conquête du pouvoir à Sassou Nguesso. La preuve, si Sassou Nguesso ne faisait pas ce qu'il lui demandait, ces mêmes milices devaient être chargées de l'exécuter. Donc, contrôle de la milice incombe à la France. La jeune Française ne peut pas se défiler devant ses responsabilités. Elle doit assumer sa responsabilité dans le massacre de 4000 Congolais durant la guerre de 97. Donc Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui est sorti de la France-Afrique, qui à un moment a milité pour le multilatéralisme. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était essentiellement pour préserver son pouvoir. Ça n'avait rien, parce que c'est l'idée, c'est l'image qu'il renvoie maintenant. Oui, ça n'avait rien d'une action pour permettre aux populations d'accéder aux biens aux bienfaits de la vente de pétrole. Notons-le, mon frère Ngoz. En 97, le Congo exportait 92 millions de barils. 92 millions de barils. C'était un pays d'à peine 3 millions d'habitants. 92 millions de barils. Dans le Golfe Persique, dans les pays du Golfe comme le Qatar, avec une manne similaire, on crée des pays futuristes. Dans le contexte congolais, ça n'a jamais été le cas. Là, on ne parle que du pétrole. Il y a le gaz qu'ils ont découvert. Réserve estimée, plus de 283 milliards de barils. D'ailleurs, et c'est pourquoi nous allons venir finalement au bout de la question, le Congo, aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique dans les recherches de nouvelles sources probables et des sources assez importantes d'approvisionnement pour l'Europe. Vous savez, le conflit en Ukraine a fait que les relations avec la Russie se sont compliquées pour les Européens. La France, à travers cette invitation, veut à tout prix reprendre le contrôle. Parce que la France a perdu, commence à perdre, on va le dire comme ça, l'Afrique de l'Ouest. Oui, elle veut venir se réancrer encore aujourd'hui à l'Afrique centrale, avec le Gabon et le Congo. Oui, et c'est malheureux. Parce que le Congo, le président Sassou Nguesso n'a pas su préserver son pays, n'a pas su se départir. C'est comme s'il n'a même pas la volonté de se départir de la France-Afrique. Son ministre du pétrole, qui est le président à l'heure actuelle, depuis février 2022, c'est le président de la conférence de l'OPEP. Le ministre du pétrole indique que la voix du Congo ira à contre-courant dans l'OPEP. Mais quelle est la voix qui est majeure à l'OPEP? C'est celle des pays producteurs de pétrole et de gaz qui disent « Nous, on n'augmentera pas notre production pour combler le gap créé du fait de votre non-approvisionnement chez les Russes. » Cette décision
a pour effet de faire monter le prix du pétrole, du pétrole, jouant sur la rareté du produit sur le marché. Oui. C'est ça qui permet qu'aujourd'hui, par exemple, le Congo bénéficie de cette augmentation des prix. On est à un baril à plus de $100. Aujourd'hui, c'est, je crois, $106. Vous avez un ministre qui tient un discours aussi irresponsable et dit non, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, tous ces pays-là, le Nigeria, s'ils veulent, ils disent qu'ils ne vont pas augmenter. Nous, on va augmenter. Oui. Mais c'est un larbinisme de premier plan qu'ils veulent jouer. Ils veulent jouer les larbins plus royalistes que le roi. Mais qui a coupé l'Europe de son approvisionnement stratégique vers la Russie? C'est l'Europe elle-même. La Russie n'a pas dit qu'on arrête de vous livrer, ils ont dit qu'on n'achète plus. C'est pourquoi le Congo irait sauver des gens qui ont décidé de prendre une décision suicidaire. Le Congo n'est pas le bon Dieu. Pourtant, cette visite, on nous annonce tout simplement qu'on va parler des forêts de l'Afrique centrale et qu'il y aura justement un sommet dans les jours à venir du côté du Gabon. Le Gabon, c'est le temple de la France-Afrique. Pour l'Afrique centrale. C'est le temple de la France-Afrique. Le Congo et le Gabon ont toujours eu des relations particulières. C'est au Gabon, sous le père Bongo, qu'on a fabriqué, lors de la deuxième guerre, Sassou. Donc, le deuxième coup d'État, Sassou, 97. Donc, c'est une relation, c'est un tandem qui semble davantage se renforcer et qu'il faudra casser. Il faut que les panafricanistes de ces deux pays prennent leurs responsabilités et commencent à montrer à ces dirigeants que la récréation a longtemps duré. Pourtant, il y a quelques années aujourd'hui, on faisait croire que Ali Bongo Ndimba était panafricaniste. Ce fut également le cas avec Denis Sassou Nguesso. Malheureusement, alors heureusement, quelques temps plus tard, eh bien, on nous a donné raison en faisant savoir que ces gens n'ont pas encore compris ce que c'est que le panafricanisme. N'ont pas encore compris le panafricanisme. Ali Bongo, il y a encore, quand vous vous documentez sur ce qui se passe au Gabon, la gabégie qui se passe au Gabon sans communication, sans ces dénonciations qu'on observe ailleurs, c'est effrayant. Mais quand vous comprenez comment cette gabégie est organisée, c'est toujours en relation avec les multinationales françaises. Toujours en relation avec les multinationales françaises. C'est ce qui se passe également au niveau du Congo. Vous savez qu'il y a aussi un élément d'aliénation fort qui caractérise les deux pays. La prégnance de la franc-maçonnerie contrôlée par les différents présidents. Ils ont toujours leur loge équatoriale qu'ils ont créée là. Et le président au sommet, il y a les ministres, il y a les hommes d'affaires, tout ça. Ils sont tous membres de ces sociétés. C'est bizarre. C'est la France-Afrique du Congo, la France-Afrique du Gabon. C'est la même chose. Ça se ressemble tellement que c'est deux gouttes d'eau jumelles. On ne pourrait pas les distinguer. Donc, les deux pays, certainement, la jeune Française veut s'appuyer dessus parce qu'elle constate que il y a un tandem qui est en train d'être créé avec le Cameroun, la RCA et la Guinée équatoriale. Et que ce tandem a tendance à influencer les positions au Tchad. Si bien que le Tchad est comme neutralisé. Actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent se réorganiser à partir du Congo. Et là, vous avez des lardons, comme le ministre du Pétrole, qui dit des choses tout à fait incongrues. Ils vont soutenir l'Union européenne, ils vont ramer à compte courant de l'OPEP. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans ce conflit? Mais bon Dieu, pourquoi ils se mêlent de ça? Est-ce que la France vient en secours au Congo depuis des années de misère? Est-ce que le fameux rail, le trans-congolais, là, qui a coûté des millions de morts au Congo, est-ce que c'est déjà ce contentieux historique est soldé? Je pense pas. Pourquoi il veut faire de l'humanitaire? C'est De Gaulle qui disait c'est Chirac, qu'entre-temps, il n'y a que des intérêts. Mais pourquoi le Congo n'arrive pas véritablement à connaître quel est son intérêt? Je parlais de honte.
président Sassou Nguesso est quand même très courageux. Soit il est un larbin qui n'a jamais honte, soit il est un larbin spécial. De toutes les manières, les deux reviennent à la même chose. Il est spécial. Dans son larbinisme, il va au deuil de la reine. Quelques présidents ont décidé de se faire représenter. Lui, il décide d'y aller. On peut comprendre que il est quand même franc-maçon. C'était la reine des francs-maçons. Il fallait Ridiculisé là-bas. devant le bus, on le fait attendre 5 minutes. On lui demande de montrer sa carte d'identité. On lit on cherche son nom dans, ça c'est, je sais pas si, moi, chef d'État, j'aurais même à patienter. Mon vol serait déjà prêt. Je demande à rentrer chez moi. Je vous laisse avec votre deuil. Quel est cet Africain sans dignité? Oui. Il n'avait pas, après avoir subi une telle humiliation, il devait même faire profil bas au niveau international. Cesser ses postures. Regardez l'acte qu'il a posé. Quand on regarde ce qu'on lui a fait à Londres, et qu'on regarde ce que Macky Sall nous a infligé aux États-Unis. Mais c'est pareil. Et vous voyez, c'est aussi comme le symbole de ce qu'est le larbinisme. Oui. Une dépersonnalisation de l'être. Une absence de fierté, une absence de dignité, une absence d'intégrité, qui finalement transparaît dans nos actions. On perd notre personnalité. On devient léger comme un papier. Quelqu'un qui hier, pour chercher les financements, courait vers les Chinois. Et quand on lui parlait à Paris, il disait, oh, je veux pas, il faut multiplier. Aujourd'hui, il va se placer à Paris, il attend Macron, que Macron rentre de Qatar. C'est lui, il est déjà à Paris, il attend. C'est une grosse déception. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'avoir été des nôtres encore ce matin. C'est un plaisir, mon frère Ngos. Surtout, nous interpellons les nationalistes congolais. Nous savons que l'histoire du Congo, c'est aussi une histoire particulière parce que eux, malgré tout ça, il y a au Congo une culture communiste qui est nationale. Eh bien, nous leur demandons, pour tous ceux qui sont patriotes, de prendre leurs responsabilités, de ne pas laisser cette humiliation passer. Il faut que le président Sassou soit en cohérence avec les nouvelles aspirations dans la sous-région. Oui. Le Congo ne peut pas être le son dissonant de notre sous-région. Et nous comptons sur les nationalistes congolais pour commencer à se faire entendre. Nous savons qu'il y en a beaucoup là-bas. Et nous attendons de voir que ces derniers manifestent leur mécontentement avec cette visite, mais qu'ils manifestent également leur mécontentement avec ces rapprochements incestueux et pernicieux entre les autorités congolaises et celles de la junte française. Nous ne voulons plus de la junte française en Afrique centrale. C'est un combat que nous sommes en train de mener et il faut que toute la sous-région soit en cohérence dans ce combat. Merci à vous, Jonathan Batengene. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Passez une agréable journée. Nos programmes se poursuivent sur les pages de Panafricaniste TV. Bonne journée à toutes et à tous.